Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François-Xavier Chauchat. Bonjour. Bonjour. Chef économiste chez Dorval Asset Management. Le mois de janvier, il se finit en beauté. On s'est vu en fin d'année pour autre chose à l'extérieur. On s'est dit, c'était la catastrophe, c'était la Bérésina. Et là, on a ce rebond. 6% quasiment, on est aux abords des 5000 points. C'est trop rapide pour être solide ou finalement c'est le pendant de la baisse excessive du mois de décembre? Oui, Parce que 6% tous les mois, et l'année est faite. Certains disent que l'année est faite. Beaucoup d'ailleurs de stratégistes avaient dit on finira l'année peut-être autour de 5000 points. Ben, on y est au bout d'un mois. Bon, on peut prendre l'occasion pour prendre juste un petit peu de recul, revenir juste sur l'année dernière, le déroulement du bear market de l'année dernière, qui a un effet domino. Ça a duré longtemps, ça a commencé au mois de mars, même en février. Un bear market qui dure 10 mois, c'est long? Ouais, c'est long. Ouais, ça c'est long. En fait, c'est long. Historiquement, les bear markets, ça dure plus longtemps que ça, non? Ça peut, mais un bear market, alors ce qui est très important de comprendre, c'est que une baisse comme ça, avec un effet domino qui part plutôt des marchés émergents au départ, ensuite l'Europe avec l'Italie, et qui se termine par le noyau dur à Wall Street. La dernière digue qui a sauté. Voilà, exactement. Mais c'est ça, c'est important, parce que c'était la dernière digue. Et du coup, ça fait un effet de liquidation finale. Mais ce qui était important, c'est qu'on a vu tout ça sans récession économique, sans crise financière, sans krach obligataire. Ça, c'est nouveau, ça. Et ça, c'est inédit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ralentissement, quand même. Ralentissement. Ralentissement, mais très léger. C'est vraiment rien. Au niveau mondial, très léger. Sensible en Europe, sensible en Asie, mais accélération aux États-Unis. Donc, au global, une économie mondiale qui est très bonne. Des taux d'intérêt en niveau mondial qui ont très peu bougé. Mais une prime de risque politique qui s'est installée et qui est venue jouer le rôle en fait, de l'équivalent d'un krach obligataire, si vous voulez. Quand les taux montent beaucoup, les actions baissent. Quand il y a un signal politique très négatif qui questionne l'ordre économique et financier mondial, sans que la réponse soit évidente, eh bien, à travers la guerre commerciale, à travers le choc italien, à travers la question du Brexit, les primes de risque se sont accumulées à partir des niveaux d'euphorie du début de l'année dernière. Là, on est dans une situation inverse. C'est pour ça que janvier a été si bon. C'est que d'abord, la dernière digue avait donc cassé au 4e trimestre de l'année dernière avec Wall Street qui baisse. Et ça, on avait noté plusieurs fois, de même ensemble, qu'il nous semblait impossible que Wall Street tienne alors qu'un tel pourcentage du business des sociétés américaines est fait hors des États-Unis. Donc ça, ce n'était pas possible. Et effectivement, ça a cassé. Et maintenant, on voit du coup que ça commence à avoir toute cette volatilité de marché, on l'a vu hier avec la Fed, commence à avoir une influence sur le discours politique et le discours des banques centrales. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on voit Trump, on sent, et même quelque part Xi Jinping en Chine, on sent qu'ils ont plus envie de faire un deal. Parce qu'il y a eu le krach sur la partie tarif douanier, parce qu'il y a quand même la propriété intellectuelle, non, les tensions vont rester, d'autres sujets qui vont rester derrière. Mais ce qui est important pour les marchés, c'est est-ce que les tensions ont atteint leur pic ou pas? La dérivée seconde. C'est la dérivée seconde. C'est la question, les marchés sont faits à la marge. Donc la question des marges, où sont les marges d'amélioration en 2019 et où sont les marges de détérioration? On va en parler. Donc ce rebond de 6%, c'est énorme. C'est peut-être l'un des meilleurs mois de janvier depuis quelques décennies quand même. 6% sur un seul mois. C'est quand même pas trop rapide, encore une fois. Vous savez, les économistes notent depuis tellement longtemps l'excès de volatilité des marchés financiers par rapport aux fondamentaux. C'est quelque chose qui va rester tout le temps. C'est comme ça. Les marchés sont plus ou moins ancrés sur des fondamentaux, mais ces liens sont très très lâches et il y a un excès de volatilité des marchés parce que les marchés sont une psychologie des foules. Ouais. Dans les deux sens, l'excès de volatilité. Qu'est-ce qui vous dit que ça peut tenir, encore une fois, une fois qu'on a fait, parce que c'est quoi la suite, quoi? Le test de 2019, pour savoir si ça tient, c'est atterrissage en douceur pour l'économie mondiale ou ralentissement plus sévère. C'est ça le test. Avec la Chine, c'est Carmignac, avec Didier Saint-Georges, là, de chez Carmignac, qui me disait, voilà, moi, mon inquiétude numéro 1 cette année, c'est la Chine. Parce que, avec ce doute que les autorités de Pékin soient en capacité vraiment à pouvoir relancer la machine. La capacité est en doute parce que la tâche est complexe. Il faut à la fois continuer à réformer. La volonté chinoise, c'est de continuer à réformer, ce qui met une pression plutôt baissière sur l'économie. Réformer le système financier, pour que ce soit plus transparent, laisser des entreprises mourir, alors qu'avant c'était plus ou moins interdit, ou en tout cas organisé de telle manière que c'était impossible. Tout ça implique un stress. Mais en même temps, il faut relancer la machine pour éviter un ralentissement trop sévère. Donc, baisse des impôts,
baisse des taux d'intérêt. Oui, mais les moyens qui sont mis en œuvre sont bien plus faibles que les plans de relance qu'on a pu avoir en 2015. Parce qu'il y a peut-être moins de moyens. Non, les moyens sont infinis. En Chine, hein. Bien sûr. Alors pourquoi ils n'appuient pas à fond sur le champignon? Parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas leur but. Le but, ce que les gens ont du mal à comprendre, depuis 2011, le but des autorités chinoises est de ralentir l'économie. Donc quand l'économie ralentit, c'est normal. Mais par contre, il y a des phases d'accélération à la baisse qui ne sont pas forcément volontaires, mais bon, il n'y a pas le fine-tuning, on ne peut pas contrôler ça comme un avion. Donc il y a des moments un petit peu délicats. Ce moment va passer parce que ça fait déjà quelques mois que chaque semaine, le gouvernement annonce une nouvelle mesure, ça va finir tout ça par s'amortir. Mais je répète, ce n'est pas pour faire accélérer la Chine, c'est pour la faire atterrir en douceur. Parce qu'en dessous d'un certain niveau de croissance, il faut créer, pour qu'il y ait cette paix sociale, il faut qu'il y ait des jobs qui soient créés. Oui, mais bon, le but structurel, c'est d'arriver, c'est le modèle coréen, hein, ils appliquent le modèle coréen avec 30 ans de décalage, c'est l'idée d'arriver vers 5% de croissance dans les années 2022-2023. Et plus équilibré, avec moins de risques financiers, moins de dettes. Ils ont tous des moyens pour le faire. Mais, donc pas d'angoisse sur la Chine pour vous? Non, pas trop, parce que, si vous voulez, il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine réaccélère. Voilà. Un petit peu au deuxième semestre pour atténuer l'effet de décélération du premier semestre. Sachant qu'on est à 5, hein. Beaucoup disent, on sait qu'avec les stats chinois, c'est un peu tripatouillé, ça arrive bien vite. Quand on regarde les composants qui font cette croissance, on n'est pas à 6, on est plutôt à 5. Le mini-cycle chinois, puisque on a un petit ralentissement, là, un ralentissement plus prononcé que prévu depuis quelques mois, ça va être plutôt un rebond au deuxième semestre, mais fondamentalement, ce n'est pas pour réaccélérer l'économie chinoise. C'est pour la faire, c'est un peu, si vous voulez, pour atterrir, il faut un peu remettre les gaz avant d'atterrir. Là, c'est un peu l'idée. C'est remettre des gaz pour être sûr qu'on atterrit sur 5-6% de croissance. Vous verrez la Chine à 5% de croissance dans 2-3 ans, donc plus bas qu'aujourd'hui. Mais c'est voulu. Ouais. Je reviens encore une fois au CAC 40 et au marché actions au sens large. On a quand même eu l'an dernier, ce qui pour le commun des mortels peut être aberrant, ou en tout cas le laisser perplexe, de voir des profits qui ont augmenté à 2 chiffres dans le monde, profits des entreprises cotées, avec un marché qui a fini à moins 10. Qu'est-ce qui dit que cette année, les marchés actions seront dans le vert alors que les profits vont ralentir à un chiffre, voire même proche de 0, disent certains? La réponse est un peu dans votre question. C'est que justement, si en 2018, avec une bonne croissance des profits, les marchés peuvent baisser de 20%, avec une croissance médiocre des profits, vous pouvez remonter de 10. Enfin, certains vont se dire que la santé mentale des investisseurs est quand même assez particulière, non? Est-ce que je veux dire, c'est une psychologie des foules. Psychologie des foules? Oui, c'est une psychologie des foules, on le sait depuis longtemps. L'excès de variation des prix des actifs par rapport à une notion même un peu vague des fondamentaux, les profits ou l'économie, c'est connu depuis la nuit des temps. Hein. Donc voilà, c'est les marchés. Bon, donc en gros, quel obstacle il faudra lever dans les semaines, dans les mois à venir pour que les marchés actions poursuivent sur leur lancée et que tout ça finalement ne fasse pas long feu? Il faut des dérivées secondes qui commencent à être positives. Alors où sont les espoirs de dérivées secondes positives et où sont les risques de dérivées secondes négatives? L'année dernière, on l'a tous noté, on a eu un ralentissement européen. On a eu un ralentissement asiatique et une accélération américaine. 2019, ça risque d'être l'inverse. Ouais. Ralentissement américain, de 2,8 à 2,3. Voilà, c'est-à-dire à un moment, séquentiellement, vous allez avoir un vrai ralentissement, probablement au deuxième semestre, on ne sait pas trop. Mais un petit mieux en Asie, on vient de parler de la Chine, et à mon avis, une dérivée seconde qui peut être nettement positive en Europe. Nettement positive Les indicateurs avancés ne sont pas bons. Pas encore, mais c'est ça qui, à mon avis, a le plus de potentiel de rebond, parce qu'il y a eu énormément d'effets temporaires. Vous avez l'automobile allemande, les gilets jaunes, l'effet italien qui est en train de baisser, vous voyez les taux italiens qui rebaissent. On est à combien sur le 10 ans italien? On ne suit plus là aujourd'hui. On est quasiment à 2,50 aujourd'hui. On était à 3,40. On est à 3,60 au plus haut. Donc on a bien baissé. Et surtout le 2 ans, les taux courts qui, eux, étaient à 2,5 au mois de mai, pendant la crise, ils sont aujourd'hui à 0,25, 10 fois plus petits. Donc aujourd'hui, il y a une normalisation de la courbe des taux italienne qui va permettre aux banques italiennes de respirer et d'être capables à nouveau de financer l'économie. Et ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, donc pour les marchés actions remontent, il faut que ça s'améliore un petit peu en Europe. C'est ça. Parce que le scénario d'atterrissage en douceur pour le monde ne viendra pas d'une accélération
américaine. Ça, c'est fini. Décélération américaine, atterrissage en douceur de la Chine. On sait que c'est délicat, on en a parlé. Et il faut que l'Europe rebondisse. Voilà. Et que les profits soient au rendez-vous, encore une fois, oui, parce que mais les profits... c'est assez curieux ce qui se passe. On a vu Apple qui avait annoncé ce coup de bambou là, début janvier en disant que leurs ventes, il y avait un avertissement sur les ventes. Et pour le coup, au moment des trimestriels, finalement, le titre a monté. Donc on voit qu'il y a à côté un changement de psychologie. Maintenant, quand même 30% de baisse sur Apple depuis quelques mois. Donc, oui, alors Apple, ça dit quoi? Pour moi, les dérivées secondes négatives, qu'est-ce qui va nous embêter dans les années qui viennent? Je ne sais pas ce que va faire la bourse dans les 2 mois qui viennent, mais ce qui va nous embêter dans les années qui viennent, et quel est le grand signal pour moi de l'année dernière? À l'été dernier, on a vu, vous vous souvenez, Wall Street qui montait et les bourses mondiales hors Wall Street qui baissaient. Ouais. Bon. Ça, pour moi, c'était le pic de l'Amérique prend tout. Avec ses GAFA, avec son économie qui boom, sa baisse des impôts, Trump qui tweet tous les jours, victoire. Ça, c'est fini. On a compris que, Wall Street est très dépendant du reste du monde. 50% des profits sont faits hors des États-Unis. Ouais. 2, que tout ça est très dépendant aussi du cycle technologique. Or, il y a un cycle qui devient très mûr, qui est le cycle des smartphones. C'est au-delà d'Apple, c'est Samsung aussi qui souffre. On l'a vu sur les résultats, mais on voit Facebook aussi qui pulvérise des records. Alors voilà, c'est-à-dire que, exactement, donc il y a à surveiller que l'ensemble des GAFA va ralentir ou pas dans cette surprofitabilité qu'ils ont montré depuis plusieurs années. On voit que certains acteurs, en tout cas comme Apple et Samsung, sont touchés. Et donc là, je pense que les meilleures nouvelles pour l'Amérique, du point de vue macro et microéconomique, sont derrière nous. Et donc les dérivées secondes qu'il faut... Ce qui est une mauvaise nouvelle. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour les marchés. C'est-à-dire que le meilleur des nouvelles micro et macro aux États-Unis est derrière nous. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ben non, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est la dérivée seconde négative qui va menacer les marchés pendant encore peut-être 2-3 ans. Parce que ça va venir. On l'a vu au 4e trimestre. Tout d'un coup, Wall Street a compris qu'elle n'était pas hors sol, qu'elle était dépendante du reste du monde, qu'elle ne pouvait pas tenir si on faisait la guerre à la Chine et si l'Europe ralentissait. Mais c'est une épée de Damoclès au-dessus des bourses européennes. Pardon, on voit mal le marché américain baisser et le marché action européen monter. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le mieux qui puisse arriver aux bourses aujourd'hui, c'est d'avoir une stabilisation à Wall Street et le reste des bourses qui remontent grâce à la baisse des primes de risque politique et d'un cycle qui s'améliore en Europe. C'est comme parce qu'on voit hier, c'est peut-être ce qu'on verra dans les prochains mois. On voit bien encore hier que la Fed nous dit finalement on va être patient. On va en parler juste après avec Pierre Sabatier, mais la Fed va être patiente sur son bilan, elle pourra faire des ajustements et boum, le marché américain monte et le marché européen suit. Hein. Oui, mais ça, la Fed et la baisse des prix du pétrole, ce sont les 2 éléments principaux qui font penser aux gens que le ralentissement américain ne sera pas une récession. Ouais. À juste titre. À juste titre, je pense. Donc, ça, ils se disent, bon, le ralentissement américain est là, on va surveiller la surprofitabilité des GAFA, est-ce que ça baisse ou pas? Bon, à mon avis, ça ne peut pas s'améliorer. Donc, l'Amérique sauf Facebook. Facebook, ils sont hallucinants. Oui, mais je parle en général. Ouais. Ça ne va pas pouvoir s'améliorer. Donc, on va surveiller le rythme de normalisation de ce suroptimisme américain. Voilà. Mais la Fed garde ça et empêche la catastrophe. Bon, ça, c'est bon. Mais l'enjeu principal de 2019, ce sont les marchés qui ont le plus souffert des primes de risque politique. Quels sont les marchés qui ont le plus souffert? C'est l'Asie émergente et l'Europe. Et même le Japon. Aujourd'hui, quels sont les marchés les moins chers au monde? En Asie. Si vous voulez aller voir, vous prenez n'importe quelle société japonaise aujourd'hui, en moyenne, vous allez toucher 10-11 de PER. Rapport court-bénéfice. Oui. Hors Japon, Chine, Corée, moins de 10. Parce qu'ils sont complètement paralysés par le ralentissement chinois et la guerre commerciale. Et personne n'ose y aller, évidemment. C'est tout le paradoxe, c'est que quand c'est pas cher, personne ne veut y aller. Voilà, et quand c'est très cher, tout le monde se bat pour en prendre. C'est là où, à mon avis, il faut aller. Et deuxièmement, l'Europe, alors qui est plus chère que l'Asie, et beaucoup moins chère quand même que les États-Unis. On est à combien sur le CAC 40 aujourd'hui? Alors, moi, je ne m'intéresse pas aux indices, je regarde la médiane de tout un grand univers de valeurs. Aujourd'hui, on est autour de 13,5. Voilà. En Europe? En Europe, voilà. Aux États-Unis, c'est 16. Ouais. 13,5, on ne se dit pas que c'est pas cher. Non, c'est pas donné. C'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher que les États-Unis. Et surtout, si vous avez une valorisation modeste, comme en Europe, et une réaccélération économique,
ce qui est mon scénario, mais qui n'est pas encore là dans les chiffres, eh bien vous avez la possibilité d'un re-rating assez sensible, d'un soulagement sur les perspectives de profit. Et bien sûr, il faudra que Brexit, en particulier cette option, enfin c'est l'épée Damoclès du hard Brexit, s'en aille. Il n'y a pas une contradiction quand même de se dire que après ce rebond, encore une fois, vous dites que les marchés ne sont pas chers, enfin sont chers désormais après ce rebond, les marchés, enfin non, ne sont plus, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas donnés, c'est ce que vous nous dites. Ça dépend lesquels. Donc en même temps, on se dit après ce rebond, ben voilà, ça recommence à être cher, mais il y a encore du potentiel. Il y a pas une forme de contradiction. Ce qui est cher, c'est Wall Street en relatif. Le seul marché qui est vraiment cher en relatif, c'est Wall Street. C'est Wall Street, c'est le marché le plus cher, or c'est le marché le plus mûr, c'est le marché qui a le plus de bonnes nouvelles derrière lui, et c'est le marché donc qui va être pour moi le plus difficile dans les 2-3 années qui viennent. Le salut des marchés, pour moi, ne viendra pas de Wall Street. Le salut des marchés, pour les investisseurs, viendra de la possibilité pour les actions asiatiques et européennes qui ont été le plus massacrées par les primes de risque politique, les primes de liquidité. On a vu les petites et moyennes valeurs s'écrouler de septembre à décembre. La guerre commerciale, la question du Brexit, la question italienne. C'est ça, c'est ce soulagement-là qui peut propulser certaines gestions actives qui sont concentrées sur ces values à produire 10, 15, 20% de croissance. Et en termes de séquence, il y a plein d'épées de Damoclès, il y a plein de risques. Quel est quelle est la première étincelle qui redonne du souffle, justement, parmi tous les risques qu'on a pu citer là? Du souffle, là déjà on voit que les politiques monétaires... Ouais. Mais ça c'est derrière, ça y est, c'est quasiment intégré. Oui, c'est intégré, voilà, mais c'est important, oui. Ça stabilise. Ouais. Et puis le souffle, ça va être les dérivés secondes des cycles. Donc il faut voir, on voit maintenant comment, si tout d'un coup on a des nouvelles de la Chine qui sont moins mauvaises cycliquement, ça, les gens vont reprendre de l'esprit animal, comme on dit, l'animal spirit. En Europe, ce qui reste à voir, pour l'instant ce n'est pas le cas, ce qui reste à voir, mais à mon avis, qui va arriver, c'est un redressement du cycle, les indicateurs cycliques, les PMI. Pas de manière violente. Ça peut être assez fort. C'est vrai ? Ça peut être assez fort parce que le niveau de pression qu'il y a eu à cause de l'automobile en Allemagne, les gilets jaunes, tout ce que vous voulez, a été très très fort. Et ça peut rebondir assez sensiblement, même dans des pays comme l'Italie. Je repense encore une fois au CAC 40, je sais que vous regardez un indice plus large, mais en début d'année, les Échos avaient demandé à plein d'experts, je ne sais pas si vous en étiez aussi, mais à votre avis, fin 2019, où sera le CAC 40 ? On avait un truc qui était entre en gros 4005 et 5002, on est à 5000 au bout d'un mois. Certains qui nous regardent doivent se dire, mais l'année elle est faite, plus 6% en janvier, l'année elle est quasiment faite. Moi je ne fais jamais de prévision sur le CAC 40. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper comme ça. Déjà, voilà, premièrement. Et de toute façon, ce n'est pas l'objet. Moi je travaille dans une société d'Orval Asset Management qui ne regarde pas les indices. Nous on investit hors indice. Certes. Et donc on regarde plutôt la médiane en fait. Vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que quand on regarde le consensus des experts, on a déjà explosé en un mois quasiment l'objectif. L'idée c'est que les rapports cours-bénéfices sont à peu près 2 à 3 points en dessous de ce qu'ils étaient il y a un an. Ils sont plutôt en dessous de leur moyenne historique, de long terme, et avec des perspectives de profit qui sont moyennes, certes. Revues à la baisse, j'insiste, revues à la baisse. Oui, mais qui sont moyennes, mais qui vont se redresser, si j'ai raison, sur le cycle européen. Juste une question, pardon d'être noir, on va taxer de Cassandre, mais les bear markets, ça dure, historiquement, vous avez plus de recul que moi, ça ne dure pas 9 mois, un bear market. Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas encore, que ce n'est pas le rebond du chat mort là, Le bear market, il faut des raisons. Les bear markets. Non, mais historiquement, il y a des cycles. On a eu un cycle haussier de 10 ans. Les bear markets, historiquement, c'est 2, 3, 4 ans. Je me souviens plus, je n'ai pas les chiffres en tête. Non, il y a plein de situations. Mais en général, ce qui vous fait tomber dans un bear market qui dure, c'est une récession, une crise financière ou un krach obligataire. Là, aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui vous garantissent qu'il n'y aura pas de krach obligataire, en tout cas à court terme. À mon avis, il n'y aura pas de récession, mais c'est ça le test. C'est ça le test. Et puis, la crise financière, ça, il est possible qu'il y ait des éléments qui craquent. Tout le monde parle des leverage loans aux États-Unis, donc il y a des éléments de fragilité, mais c'est trop tôt. À ce niveau de taux d'intérêt extrêmement bas. Il y a vu le message de la Fed, on en parle juste après. Voilà, et une crise financière paraît peu probable. Donc, si on a bien l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire si on voit que l'économie tient correctement cette année, tout le monde va conclure que les marchés ont été beaucoup trop pessimistes en 2018. Et donc, votre conviction, finit là-dessus, votre conviction, votre fort intérieur, François-Xavier Chauchat, le point bas des marchés actions, il est derrière nous. Si je fais la synthèse de tout ce que vous venez de nous dire. Je pense.
Bon, et ben on en reparlera vous revenez d'ici 2 mois, 2-3 mois, on en reparlera. On a tout enregistré, tout sera sur bande, on lui ressortira. Merci d'avoir été avec nous. Merci. François-Xavier Chauchat, donc le chef économiste de Dorval Asset Management. Merci beaucoup. Merci.